Nous sommes mercredi 30 septembre 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition de ce mercredi dont voici les principaux titres. La police burundaise devrait communiquer sur les lieux de détention de Jean-Claude Warugira et Rémi Niyonsaba, respectivement employés à la Sojasatom et enseignants au collège de Guieta dans la province de Gitega, enlevés par les agents de sécurité. L'appel est du Forum pour la conscience et le développement FOCODE. La Ligue Iteka salue la décision de l'Union européenne de maintenir les sanctions prises contre les deux hauts gradés de la police du Burundi. Les généraux Gervais Nderakobucha, connus sous le sobriquet d'Ondakugarika et Godefroy Bizimana, ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes à la suite de la crise de 2015. La Ligue Iteka demande également aux autres organisations internationales partenaires du Burundi de faire de même. Le Burundi est à nouveau dernier dans le classement du niveau d'attractivité des pays africains pour les investissements, selon le classement établi par l'agence américaine Deloitte et le Forum africain des chefs d'entreprise. Pour un expert burundais, le Burundi nécessite une énergie particulière pour assurer les investisseurs. Voilà pour le sommaire. Droits de l'homme, pour débuter cette édition, le Forum pour la conscience et le développement s'inquiète de l'enlèvement de Jean-Claude Warugira et Rémi Niyonsaba, respectivement travailleurs au Sojasatom et enseignants au collège Guieta dans la province de Gitega. Tous ces hommes ont été enlevés par les agents de sécurité. Pour Pacifique Nina Azoué, président du FOCODE, s'ils sont poursuivis pour l'une ou l'autre affaire, les enquêtes devraient suivre les dispositions légales et demande à la police de communiquer les lieux de détention de ces personnes pour que ne finissent pas dans les cas de disparition forcée. Suivez-le. Il y a un peu plus d'une semaine, un employé de la société Sojasatom, Jean-Claude Warugira, a été enlevé dans la ville de Bujumbura. Le 21 septembre 2020, Jean-Claude Uwimana venait de rentrer d'Ongozi et juste après son arrivée à sa résidence au quartier Chibitoke au nord de Bujumbura, il a reçu un appel téléphonique. Il est sorti à la rencontre de celui qui l'appelait et depuis ce moment, il n'y a plus de traces de Jean-Claude Uwimana. Nous avons cherché à connaître l'origine de cet appel. Et selon nos informations, il s'agissait du caporal-chef Innocent Dihokubgayo, alias Issa, qui serait un militaire de la police militaire et qui serait aussi un agent du service national de renseignement. Ceci est extrêmement inquiétant. Nous avons découvert que tout l'après-midi, Jean-Claude Uwimana était resté en contact téléphonique avec son militaire. Ce qui est davantage plus inquiétant, c'est que le chef du service national de renseignement au niveau intérieur du pays, Alfred Innocent Museremu, aurait déclaré que Jean-Claude Uwimana ne se trouvait pas dans les cachots du service national de renseignement, mais surtout que Jean-Claude Uwimana aurait été en contact avec des rebelles. Ceci pose beaucoup de questions, c'est-à-dire il est appelé par un agent du service national de renseignement. Le renseignement accuse de choses extrêmement graves à Jean-Claude Uwimana, mais en même temps, le renseignement dit que Jean-Claude ne se trouvait pas dans ses cachots. Ceci est très très inquiétant au regard d'autres cas similaires qu'on a déjà vus. Une autre personne, un enseignant de la commune Guiheta, un certain Rémi Niyonsaba, a également été enlevé hier alors qu'il rentrait du travail. Il était avec ses collègues, attendait un moyen de transport lorsque est venue une voiture Toyota TI aux vitres teintées et deux policiers sont sortis du véhicule, ont saisi Rémi Niyonsaba et l'ont emporté vers une destination jusqu'ici inconnue. Rémi Niyonsaba était connu comme un libre penseur, quelqu'un qui s'opposait aux injustices, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pense. Et nous avons peur, la forme de son arrestation ou cet enlèvement ressemble à beaucoup d'autres cas de personnes qui ont été arrêtées et qui n'ont jamais été retrouvées. Alors, ce que nous aimerions dire ici, c'est que s'il y a des charges qui pèsent sur des citoyens, il est normal que les services de police enquêtent sur ces personnes, mais les enquêtes et les investigations doivent suivre les dispositions légales en la matière. Ce n'est pas normal que des gens soient arrêtés sous forme d'enlèvement, qu'aucun mandat d'arrêt ne soit présenté et que par après, les lieux de détention ne soient pas communiqués aux familles. C'est cela qui par après finissent par confirmer des cas de disparition forcée.
Nous demandons donc à la police, aux autorités burundaises, de travailler dans la transparence et de communiquer sur les lieux de détention des deux personnes. Et les défenseurs des droits humains au Burundi se réjouissent de la décision de l'Union européenne de renouveler les sanctions pour deux des hauts gradés de la police du Burundi. Pour la Ligue ITK, d'autres organisations partenaires du Burundi devraient prendre les mêmes mesures à l'endroit des présumés auteurs des violations des droits de l'homme. Selon Ancher Nicolas Guizet, président de la Ligue ITK, cette action pourra contraindre les autorités burundaises à garantir les droits de l'homme. À la LITK, d'abord, on salue le geste, même si on ne s'attendait pas seulement à ça. On s'attendait surtout à l'extension des sanctions, vu que les violations ont continué d'une ampleur pareille étonnante avec le nouveau gouvernement, car les violations qu'on a pu documenter dans les 100 jours, ça dépasse ce qu'on a observé les 3 derniers mois avec le fin président Pierre Nkurunziza. Mais c'est déjà un signe, c'est déjà un bon signe, car ça montre que tout ce que le pouvoir de Gitega continue à scander, à dire que donc il y a la paix règne, les violations, il y a pas de violation et les droits de l'homme sont respectés, n'est pas vrai. Et l'Union européenne a compris que les rapports que les organisations burundaises et internationales continuent de produire est une triste réalité. Ces violations sont toujours là. Donc, pour la Ligue TK, on voit vraiment que c'est aussi un message fort, surtout que les deux personnalités, l'un est un ministre de trois ministères combinés. Donc, c'est un message fort que l'Union européenne ne va pas continuer à collaborer avec un État criminel. Est-ce que vous pensez que cela va permettre que les violations des droits de l'homme cessent au Burundi? Pour nous, pour la LITK, parce que c'est déjà un pas. Si l'Union européenne manifeste cette volonté de continuer à faire une pression sur le Burundi, on pense que d'autres partenaires pourront continuer. Et si les autres partenaires emboîtent le pas de l'Union européenne, on pense que donc le gouvernement du Burundi pourra franchir à un moment et accepter quand même les conditions que ces partenaires exigent, accepter de protéger la personne humaine, accepter de lutter contre la corruption, accepter une bonne gouvernance, qui conduit le pays à un développement durable. Le journal poursuit. 11 organisations de la société civile burundaise proches du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dénoncent le caractère discriminatoire du programme Appui à la société civile au Burundi, financé à la hauteur de 13 milliards de francs burundais par l'Union européenne. Cela se trouve dans une lettre de protestation de ces organisations adressée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ce mardi. Dans cette lettre, elle menace d'exiger la suspension de ce programme si elles ne sont pas intégrées. Thierry Bigilindavi. Dans cette correspondance adressée au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, les organisations de la société civile, réputées proches du parti au pouvoir, ont dénoncé l'exclusion dans le programme de résilience des organisations de la société civile burundaise. Ce programme vise à leur donner les outils et les capacités pour une participation active au développement local dans les provinces de Cibitoke, Bujumbura, Rutana, Ruyigi, Kayanza et Muyinga. Ce programme, financé par l'Union européenne, a été lancé mardi par les ONG étrangères Oxfam et Cordaid. Là où le bas blesse, selon ces organisations de la société civile, proches du parti CNDD-FDD, c'est que ces ONG prévoient d'exécuter ce projet dans les 6 provinces où elles sont présentes sans qu'aucune d'entre elles ne soit associée. Elles rappellent au ministère de l'Intérieur qu'il y a violation grave de la loi portant cadre général de la coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères. Pour ces organisations, cette attitude révèle un agenda caché non encore révélé qui risque de coûter cher au pays, tel que certaines ONG étrangères et l'Union européenne l'avaient fait en finançant seulement les ONG et associations locales
qui ont trempé dans la tentative de coup d'État de 2015. À la fin de la correspondance, ces organisations de la société civile proches du CNDD-FDD ont donné une injonction au ministère de l'Intérieur et au ministère des Relations extérieures en disant, je cite, « Excellence, Monsieur le ministre, nous demandons à ces ONG, Oxfam et Cordaid, d'intégrer nos organisations, faute de quoi le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, seraient obligés de suspendre ce programme qui est discriminatoire et qui est un arbre qui cache une forêt. » C'est ce langage qui fait craindre une main derrière ces organisations pour une certaine opinion. Merci à Thierry Bigilindavi pour le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. C'est regrettable que ces organisations veuillent que leurs intérêts priment sur ceux de la population. Zalignana Jeanne d'Arc, secrétaire général de ce mouvement, a bloqué son financement est synonyme d'enfoncer l'économie du pays et le développement en général du Burundi. Suivez-la. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque une organisation étrangère dépose un projet pour le financement, elle n'est pas du tout obligée de consulter les autres organisations locales. Et puis, lorsque cette même organisation étrangère présente ce même projet, elle définit très bien les organisations avec lesquelles elle va travailler, mais aussi les bénéficiaires de ce projet. Alors, c'est incompréhensible d'interpréter cela comme discriminatoire du fait que c'est à l'accoutumée, ça se passe normalement comme ça. Toutes les organisations ne sont pas, c'est pas obligatoire qu'elles fassent partie de ce même projet. Entendre qu'elles sont en train de refuser que ces organisations étrangères puissent travailler sur ce projet dans les différentes provinces qui ont été ciblées par ces organisations étrangères, c'est quelque part un problème de maturité, si je peux appeler ainsi, parce qu'elles devraient en principe se réjouir qu'il y a des projets qui vont s'exécuter dans ces provinces. Et d'ailleurs, il fallait aller plus loin, aider ces organisations, ne fût-ce que dans l'orientation s'il y a lieu. Effectivement, il y a des impacts par rapport à l'économie des pays, parce que ce genre de projets de ces organisations étrangères viennent en fait dans le sens de pouvoir autonomiser les Burundais, dans le sens de créer des emplois au Burundi, et refuser que ces organisations puissent exécuter ces projets, c'est quelque part l'économie du pays qui va en souffrir du fait que tout simplement on est en train il y a de l'argent qui devrait entrer dans le pays qui n'entre pas, il y a des bénéficiaires qui ne vont pas bénéficier de ces projets, il y a aussi des gens qui pouvaient travailler sur ces projets et qui ne vont pas pouvoir bénéficier de ce travail. Donc du coup, quelque part, c'est la création du chômage, c'est les Burundais qui ne vont pas du tout bénéficier de ce projet, et c'est vraiment sur le point de l'économie un déficit qui est à déplorer en fait. Et justement, parlant d'économie, un nouveau classement qui n'honore pas le gouvernement burundais. Le pays est à nouveau bon dernier dans le classement du niveau d'attractivité des pays africains pour les investissements. Ce classement est établi depuis 2 ans par l'agence américaine Deloitte et le Forum africain des chefs d'entreprise. Et pour la 2e fois consécutive, la Côte d'Ivoire occupe la première place devant le Ghana et le Kenya. Non loin, le Rwanda se place en 5e position. Arrivé donc 50e et dernier, le Burundi nécessite une énergie particulière pour assurer les investisseurs. Tant il faut dire que tous les secteurs sont profondément déficitaires. C'est l'analyse qu'en fait Faustin Likumana, expert économiste. On commence d'abord par la stabilité politique. Il ne faut pas qu'un pays soit classé parmi les pays fragiles et où la paix est fragile.
où la stabilité politique est fragile. Au Burundi, nous avons le malheur d'être classés toujours dans les pays fragiles. L'image d'un pays fragile au niveau stabilité politique. Deuxièmement, c'est la qualité des infrastructures. Il faut avoir des infrastructures développées, de bonnes routes, infrastructures de transport, il faut des ports et les infrastructures de l'énergie. Vous savez, là aussi, on a un déficit énorme, l'Internet, les aéroports, et ça demande extrêmement de moyens. Là encore, le Burundi enregistre un déficit énorme. Aussi, au niveau de l'environnement macroéconomique, la fiscalité, le paiement des taxes et impôts, la politique monétaire, l'accès aux devises, les devises restent rares, l'accès au crédit, les taux d'intérêt. Là aussi, le Burundi a un problème au niveau, vous savez, la rareté des devises actuellement, l'accès au crédit, les taux d'intérêt qui sont souvent élevés. Est-ce qu'on peut accéder à un crédit facilement en devises et en francs? Est-ce qu'on peut avoir l'accès de transférer ses revenus, ses dividendes à l'extérieur, en devises, c'est un problème là aussi. Et il y a aussi ce qu'on appelle le renforcement institutionnel, surtout de la justice. Est-ce que le droit de propriété est respecté? Est-ce que la justice protège les propriétés privées des investisseurs? Là aussi, c'est une question problématique. Il y a aussi la corruption. Vous savez que notre pays est souvent cité parmi les pays les plus corrompus. Et là, la corruption aussi limite les investissements étrangers parce que il y a des entraves liées aux sollicitations d'hommes politiques de devenir actionnaires par force dans les nouveaux investissements de ces investisseurs. Il y a des exigences ici et là, financer d'abord ceci, faites ceci avant d'accéder à tel ou tel autre avantage. Il y a aussi la cotation des maisons d'annotation qui qualifie la sérénité et la force des économies des pays. Si le Burundi n'a pas encore fait cet exercice, là c'est un facteur limitant parce qu'il y a des pays qui se font coter dans ces maisons. Et cela, c'est un facteur qui peut encourager les investisseurs quand une fois les maisons d'annotation vous donnent une bonne note. Et enfin, il faut parler du pouvoir d'achat de la population parce que la demande reste la base de tout investissement. Vous investissez parce que vous allez avoir des marchés, vous allez avoir une demande suffisante pour vos produits. Une fois alors la population est pauvre dans tel ou tel autre pays, il est difficile de vous y engager. Avec un taux de pauvreté de 70% ici dans notre pays, c'est un facteur aussi limitant. Donc, il faut vraiment de l'énergie spéciale pour que le Burundi puisse avancer à ce niveau. Le journal poursuit le travail de la femme dans la société burundaise se heurte à plusieurs défis, entre autres la non-implication des femmes leaders. Le non-accès aux ressources apparaît comme un handicap majeur pour l'autonomie de la femme, la mentalité de la société qui n'évolue pas pour permettre l'épanouissement de la femme. Les précisions, c'est dans ce reportage d'Olivia Gakima, dans le cadre de l'émission Yaga Mokenyezi de la synergie des médias par les radios Inzamba et la télévision Renaissance. Selon Dr Pascal Niyonhuru, chercheur en genre, la femme fait face à plusieurs défis qui l'empêchent de participer pleinement au développement durable de son pays comme elle le souhaiterait. L'accès aux ressources pour la femme est difficile, les lois et le système organisationnel des institutions en place n'étant pas favorables pour l'intégration de la femme dans le secteur économique. Les normes et traditions que moi je qualifie des lois sociales informelles, par exemple s'il est approprié ou non pour les femmes d'être dans les espaces publics, par exemple, et d'occuper certains types d'emplois, mais aussi de gérer les revenus de la famille. Le troisième défi que je qualifie primordial et très principal d'ailleurs pour moi, ce sont les institutions du pays qui ne garantissent pas, qui ne protègent pas franchement les femmes et les filles à accéder au marché du travail. Là, je parle des structures juridiques et économiques, le système de mariage, l'héritage, c'est très important ici. Qu'en pensent les femmes? Juliette Nijimbere, femme burundaise, militante des droits de la fille et de la femme, regrette que les gouvernements qui se sont succédés au Burundi n'ont jamais accordé de place à la femme. Je dirais tout d'abord, le premier défi, c'est de pouvoir avoir une place
qui est donné par les gouvernements qui se sont succédés au Burundi. Tous les gouvernements qui se sont succédés au Burundi n'ont jamais donné la place à la femme, n'ont jamais donné la place qu'elle mérite. Et tout cela a empêché la femme à se développer. La femme qui cultive ses champs, elle est majoritaire au Burundi. Et pourtant, il n'y a jamais eu de plan de développement rural pour que cette femme-là fasse une agriculture qui est plus développée et qui puisse aider la famille correctement. On entend à gauche à droite qu'il y a encore de la famine, alors que cette même femme est toujours avec sa houe et en train de labourer tous les jours. Quel est le comportement des femmes leaders? Les propos de la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, selon lesquels la femme et l'homme ne seront jamais pris au même pied d'égalité au Burundi, ont créé un buzz. Dr Pascal Niyonkuru déplore ces propos. Selon lui, ce genre de discours pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la mise en avant de la femme dans sa participation au développement. J'ai entendu la première dame du pays qui disait que les femmes, donc l'activité des femmes dans les institutions, que ça devait se limiter au bureau et que à la maison, ce n'est plus leur place. Alors là, je pense que c'est... Bon, j'espère que quand elle a prononcé cela, elle aura aussi l'occasion de s'exprimer beaucoup davantage et de dire pardon si par mégarde, il a dit cela. Non, ce serait très grave de tels propos prononcés par une telle personnalité. Elle ne sait pas la grandeur et les conséquences qui peuvent arriver à ces braves femmes qui luttent toujours pour leur liberté et leurs droits aussi. Choqués, frustrés, tels sont entre autres les sentiments éprouvés par les militantes des droits de la femme. Juliette Nijimbere s'indigne suite aux propos rétrogrades de la première dame du Burundi. Il n'y aura jamais d'égalité de genre au Burundi. Il n'y a jamais eu d'égalité de genre, qu'il n'y en aura jamais. J'étais choquée et frustrée par ces déclarations-là, parce que ce sont des idées tout à fait rétrogrades qui ne valorisent pas la femme, qui ne mettent pas la femme à la place vraiment qu'elle mérite. Alors, que ce soit dit par l'épouse, la première dame, c'est encore pire. C'est celle-là qui aurait dû donner des idées, des arguments positifs qui donnent confiance, qui redonnent confiance aux autres femmes burundaises pour que justement elles puissent elles aussi se dire « Et oui, nous sommes capables, nous pouvons faire aussi des choses que les hommes peuvent faire. » Dans la composition du gouvernement actuel au Burundi, seules les 2 chambres du Parlement et les membres du gouvernement respectent les quotas prévus par la Constitution. Merci à Olivia Gakima, cette brève internationale pour clore cette édition. La Cour de cassation de Paris a validé ce mercredi le transfert du présumé financier du génocide rwandais de 1994. Il est transféré au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux et la grande probabilité est qu'il soit jugé à La Haye pour sa santé qui ne le permet pas d'être transféré à Arusha en Tanzanie. La France a 1 mois pour opérer ce transfert de Félicien Kabuga de 84 ans de naissance. 6 chefs d'accusation pèsent sur lui après son arrestation en France en mai dernier. Et avant de clore cette édition, rappelons également que les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mercredi 345 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel également, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Gide Alelimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État
et les organisations internationales des droits de la personne humaine et des professionnels des médias trouvent qu'ils sont emprisonnés injustement et ne cessent de demander qu'ils soient libérés sans condition. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.